Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h31 sur Studio Kalita, lors de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Une revue de la presse que nous allons commencer par une menace liée à la situation dans la bande de Gaza, dont nous venons de parler avec le colonel Meir Dahan, et une menace que l'on peut trouver à la une du Israël Hayom de ce matin. Cette menace vient cette fois de l'Égypte. Attention! Si la situation actuelle devait se poursuivre, nous cesserons d'être les médiateurs entre Israël et le Hamas, menacent les Égyptiens. Les autorités égyptiennes qui s'en prennent ce week-end à Mahmoud Abbas en lui reprochant de ne pas, même pas avoir voulu écouter leurs propositions de règlement dans la bande de Gaza. Si nous nous retirons des négociations, disent les Égyptiens, les risques de confrontation militaire augmenteront. À Ramallah, on durcit les positions. Il n'y aura pas de règlement sans nous, dit-on, du côté des dirigeants palestiniens. Le Israël Hayom rappelle que la journée de vendredi a été très tendue avec des dizaines de milliers de manifestants palestiniens le long de la barrière de sécurité. 3 Palestiniens tués, d'autres blessés. Le Israël Hayom révèle également les principaux points de l'accord qui se prépare au Caire, ou qui se préparait, devrait-on dire, au Caire, mais qui n'a donc pas été conclu. Premier point, cessez-le-feu et apaisement entre Israël et le Hamas. Second point, un échange qui inclura la restitution des corps de Ron Shaul et de Hadar Goldin et des 2 civils israéliens détenus par le Hamas. Numéro 3, budget de plusieurs centaines de millions de dollars de projets de restauration de la bande de Gaza. 4e point, ouverture du poste de passage de Rafah vers l'Égypte. 5e point, allègement des mesures par Israël, y compris dans la zone de pêche. 6e point, réconciliation interpalestinienne. 7e point, désarmement du Hamas et des factions armées dans la bande de Gaza. De facto, les commentateurs israéliens expliquent que ce sont ces 2 dernières clauses qui, bien entendu, empêchent la conclusion d'un accord. Et ces analystes, comme ceux remarqués dans la presse israélienne du Shabbat, admettent qu'il paraît aujourd'hui impossible de parvenir à une réconciliation interpalestinienne et à un dépôt des armes de la part du Hamas. Le colonel Meir Dahan nous a confirmé il y a quelques instants qu'il était impossible d'envisager donc le moindre rapprochement entre le Hamas et le Fatah, les 2 frères ennemis au sein du mouvement palestinien. Daniel Siroti explique en page 3 du Israël Hayom que l'Égypte souhaite restaurer son statut de puissance régionale, et dans ce contexte, la solution de la crise à Gaza est particulièrement important pour elle. Le Yediot Aharonot, lui, se penche d'abord sur les émeutes de vendredi à Gaza, et surtout, il fait le follow-up de son entretien exclusif de vendredi, donc avec Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Il souligne que des extraits de cet entretien ont été publiés dans de nombreux grands quotidiens internationaux et médias, comme la chaîne CNN, la chaîne Al Jazeera, Libération et Asharq el-Wasd, et bien sûr la Republica, qui a donc envoyé l'une de ses correspondantes pour réaliser cet entretien conjointement donc avec le Yediot Aharonot. Ces journaux ont mis en exergue les propos apaisants de Yahya Sinwar, selon lesquels une nouvelle guerre n'est pas dans les intérêts du Hamas. Le Maariv révèle ce matin que le BDS a trouvé une nouvelle cible de choix, les compagnies de pelleteuses qui seront impliquées dans la démolition du village bédouin illégal de Khan el-Ahmar dans le désert de Judée à proximité de Ma'ale Adoumim. Selon le Maariv, le BDS exercerait déjà des pressions sur des compagnies telles que Caterpillar, Hyundai et Jacob afin que leur matériel ne puisse pas participer à cette démolition. Et toujours dans ce même contexte, le Yediot Aharonot affirme, ou plutôt révèle en première page ce matin, que l'UEFA a posé une condition inédite et plutôt surprenante à la diffusion des matchs de la sélection israélienne pour les éliminations du prochain Euro, la non-diffusion de ces matchs en Judée et en Samarie. Si cette exigence devait se maintenir, le consortium public Cannes israélien qui avait souhaité acquérir les droits des matchs de la sélection israélienne devrait renoncer. Le Israël Hayom nous promet une semaine politique dramatique, et dès aujourd'hui il se tiendra une réunion des chefs des formations de la coalition au cours de laquelle il sera question d'élections anticipées. Plusieurs ministres israéliens ont avoué avoir du mal à envisager de travailler côte à côte au cours des prochains mois, et l'une des preuves de l'imminence de ces élections anticipées pourrait être le durcissement des positions d'Avigdor Lieberman à propos de la fameuse loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot. Pour Yehuda Schlesinger, dans le Israël Hayom, il ne faut pas
Il ne faut pas toujours chercher la logique en politique et par conséquent, c'est la suspicion qui pourrait conduire à des élections anticipées en Israël et ce contre l'avis des principaux partenaires de la coalition. Et alors que dans le Israël Hayom, on affirme que le Premier ministre ne souhaite pas d'élections anticipées, eh bien dans le Yediot Ahronot, le vice-ministre orthodoxe Yaakov Litzman, vice-ministre de la Santé publique, affirme au contraire que M. Netanyahou a décidé de provoquer des élections anticipées. Dans le Maariv également, des chefs de file du Likoud se disent persuadés tout de même que Netanyahou a décidé de devancer les élections. Donc des informations contradictoires dans la presse israélienne sur les intentions du Premier ministre au cours des prochaines semaines concernant d'éventuelles élections anticipées. L'ensemble des médias et des journaux soulignent d'abord que le Premier ministre a été interrogé vendredi pendant 5 heures dans les affaires 1000 et 2000. À l'issue de ce 12e interrogatoire, l'entourage de M. Netanyahou a affirmé qu'il n'y avait rien de tangible dans cet interrogatoire. Il n'y a pas de viande, pas même des os. Ont affirmé donc ses conseillers du Premier ministre. Par contre, au sein de la police, on affirme que le Premier ministre s'est contenté de répondre par des slogans aux questions des enquêteurs, des slogans vides de sens, dit-on, au sein de la police. Mais après cet entretien, les journaux soulignent que c'est ce matin que doit débuter le procès de Sarah Netanyahou dans l'affaire des résidences, ou en particulier de la résidence du Premier ministre, avec un développement de taille, la démission de l'avocat personnel des Netanyahou, Yaakov Weinroth, motif de cette démission apparemment. Weinroth a tenté de persuader Sarah Netanyahou de parvenir à un compromis qui éviterait le procès. Selon ce compromis, Mme Netanyahou aurait dû reconnaître une partie des faits et accepter de payer une somme conséquente pour réparer, les coûts imputés donc aux deniers publics. Mais Sarah Netanyahou aurait refusé et c'est donc celui qui est le second avocat des Netanyahou, Yossi Cohen, qui devrait prendre désormais la tête de la défense de l'épouse du Premier ministre dans ce dossier ou dans ce procès. Les quotidiens israéliens accordent ce matin une large place à la victoire de Donald Trump dans la campagne visant à nommer Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Hier, le Sénat a voté en faveur de cette nomination. 50 républicains ont voté pour, 48 démocrates contre. C'est une femme, la sénatrice Collins, qui a fait pencher la balance en faveur du juge Brett Kavanaugh, et le professeur Avraham Ben-Zvi de constater dans le Israël Hayom de ce matin que même si tout se fait par la voie difficile avec Donald Trump, eh bien le président américain finit généralement et presque toujours à avoir le dernier mot, comme il l'a eu dans cette affaire. Le Maariv cite des extraits du discours de Donald Trump après le vote du Sénat. Trump qui a affirmé que selon lui, beaucoup de femmes étaient satisfaites par la nomination du juge Kavanaugh, qui entre-temps, durant la nuit, a prêté serment et donc est devenu officiellement juge de la Cour suprême. Dans les suppléments du Shabbat que nous avons consultés, on trouve plusieurs articles, reportages et analyses intéressants, comme par exemple celui du Yediot Ahronot, sous la plume de Smadar Perry, qui essaye de déterminer qui sera le successeur de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne. Et Smadar Perry d'avancer 4 noms possibles de successeurs, tout en admettant qu'Abbas semble tout faire pour vouloir laisser le chaos, on peut dire le déluge après lui. Dans le Maariv, Caroline Glick affirme dans son analyse que les rumeurs sur un fossé grandissant entre Israël et le judaïsme américain sont selon elle exagérées. Elle estime que ce fossé n'est pas si profond et que ces mises en garde proviennent en général d'une seule et même cause, Donald Trump, qui n'est pas particulièrement apprécié par une partie majoritaire du judaïsme américain qui est très proche, on le sait, des démocrates. Et enfin, dans l'hebdomadaire Besheva, qui est distribué généralement dans les implantations de Judée et de Samarie, publie dans son édition de vendredi un entretien intéressant avec David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, qui dresse un bilan de l'année hébraïque écoulée et qui estime que tout accord de règlement entre Israël et les Palestiniens n'inclura pas, selon lui, d'évacuation d'implantations juives de Judée et de Samarie. Voilà donc pour cette revue de la presse israélienne. Il est 8h41 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale, nous en avons besoin pour reprendre un peu de souffle, et ce sera ensuite une petite discussion que nous aurons par téléphone avec Avraham Azoulay pour parler de la soirée de débat de ce soir au thème consacré aux élections municipales, et en particulier aux élections municipales dans la communauté francophone, avec 5 des principaux candidats dans les listes électorales des différentes formations qui sont donc des candidats francophones.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.